Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, c'est le dernier épisode de la saison, dernier club et dernier épisode tout court avant quelques vacances, alors profitez bien, en plus on aborde plein de sujets sympas. Bonjour mes filles, bonjour mesdames, bonjour les filles. Oh c'est drôle. Bonjour les filles. Salut Hortense. Ça va Salut Hortense. Bonjour Hortense. Bonjour. Alors dans les sujets qu'on va aborder, Billy Blanquette, qui nous fait toujours autant rêver avec ses visites privées sur son blog et son Instagram, va nous parler de ce qu'on peut faire ou pas en déco quand on est locataire. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas tous propriétaires, c'est une vraie question. Ah oui, je trouve que c'est un excellent sujet. Marie Farman, journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque Ava avec la designer Charlotte Juillard, nous emmène à la Design Parade. Marie, tu vas nous décrypter ce grand raout du design qui a lieu tous les ans, mais surtout, tu as trouvé 3 bonnes raisons d'y aller, pour nous, grand public. Exactement. Et Violaine Bellecroix, styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, co-animatrice du mouvement WIT Média. Toi, tu milites pour les déplacements en vélo. Voilà, mobilité douce aujourd'hui. Ah. Alors aujourd'hui, on enregistre chez Métaphore, qui fait partie de ces lieux qui offrent un nouveau cadre aux entreprises qui ont besoin d'organiser une réunion un peu différente, un séminaire, un cocktail, alors que ce soit en tout petit comité ou pour une centaine de personnes, le matin, la journée, le soir ou même plusieurs jours à la suite. Bref, Métaphore, ce sont 3 adresses à Paris, des lieux design, bien pensés, sensible à la transition écologique, Violaine, parce que je crois qu'il y a par exemple des chefs engagés, des aliments bio, ils sont un peu zéro plastique, etc. Donc ça peut te plaire. Super. Et surtout, qui s'adapte complètement aux besoins et aux envies des clients. C'est vraiment une solution qui peut être pratique, donc bravo pour ce concept. Et un grand merci à eux de nous accueillir ce matin. Billy, je te regarde. Oui. C'est à toi. Oui, c'est à moi. Nous t'écoutons pour parler, j'allais dire colocation, pas du tout, non, location. Location, parce que comme l'été arrive et que c'est souvent le moment où on cherche de nouvelles locs, je me suis dit que c'était quand même le timing idéal pour vous en parler. Et puis parce que j'en ai un peu marre d'entendre que sous prétexte qu'on est locataire, on ne peut rien faire niveau déco. Parce que franchement, on s'installe dans un nouvel appart dans lequel on va rester sans doute plusieurs années et on peut pas vivre dans une déco personnelle sous prétexte qu'un propriétaire nous l'interdirait et nous le retiendrait sur notre caution. Moi, ça me paraît aberrant. Je dis non. Perso, non. J'ai longtemps été locataire et ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, à part casser des murs, ça va de soi. Et ensuite, parce que si on veut être bien dans sa tête et heureux, on l'a suffisamment répété avec Caroline dans notre livre, Toi et moi, il faut vivre dans un intérieur qui nous ressemble et nous apporte de la joie et du bien-être. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu de problème en rendant mon appart en tant que locataire parce que j'avais repeint ou fait des trous. Et puis si au bout de 5 ans, t'as un petit bout de ta caution qui part, parce que t'as repeint, c'est pas grave. Exactement. Bon, il y a quand même plusieurs choses à savoir pour être en location en toute légalité. Déjà, c'est sûr que tout ce qui est gros travaux, effectivement, on a besoin de l'accord écrit du propriétaire. Casser une cloison, retirer la cheminée, changer la moquette, on demande. À moins de tout remettre en état avant de partir, donc remonter la cloison, recoller la moquette. Voilà. En ce qui concerne par contre les petits aménagements, et c'est le point que je vais aborder aujourd'hui, on n'a pas besoin d'accord écrit du propriétaire, c'est parfaitement légal ce que je vais vous dire. Donc, ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que vous avez absolument le droit... Ah, il y a un monsieur dans la salle. Non, mais mesdames, messieurs, il y a des gens qui nous écoutent. Ah oui, les auditeurs. Bah oui, Tout à fait, 34% d'hommes. Bah alors C'est la fille qui connaît ces chiffres. Non mais tiens, il faudra faire un sujet spécial homme alors la prochaine fois. Non mais beaucoup d'hommes qui écoutent. Bah voilà, c'est tu beaucoup, vois. 34, c'est pas que... Ouais, c'est bien. Donc messieurs, vous pouvez sortir vos boîtes à outils et vos pinceaux, vous avez Monsieur ou le mesdames, droit... vos boîtes à outils. Oui,
Mais là, je parlais de messieurs. Cette parité dans cette émission. Mais non, mais c'est parce que là, on parlait des messieurs. Bon, bref, c'est tout à fait autorisé. De toute façon, j'ai quand même tendance à dire que si vous vous entendez bien avec votre propriétaire, ou en tout cas, si vous arrivez à avoir une relation cordiale et respectueuse, vous pouvez lui demander gentiment. Moi, j'avais fait ça dans un ancien appart où j'avais mis des couleurs partout. J'avais même dealé, j'avais eu 3 mois de loyer gratuit en disant à mon propriétaire que je rafraîchissais son appartement et que grâce à moi, il n'avait pas à le faire à ma place. En plus, j'ai ajouté que j'avais un goût fou. Donc, c'est passé comme une lettre à la poste. Il devait être super content. Voilà. Mais n'empêche qu'il est... Voilà. Non, mais il faut essayer, en fait. Tous les propriétaires ne sont pas des tyrans non plus, quoi. Il y a plein de gens qui ont peur de leur propriétaire, mais il faut quand même tenter, quoi. Au pire, c'est non. Donc, on est protégé par une loi qui nous autorise déjà à changer la couleur des murs et aussi à faire des trous. Donc, on peut se donner à cœur joie et accrocher des cadres et des étagères. L'essentiel étant donc de remettre un petit coup d'enduit sur les trous en repartant. Comme dit Violaine, moi, je préfère sacrifier une après-midi de ma vie à reboucher des trous plutôt que m'empêcher d'accrocher mes cadres et étagères et vivre dans un appart sans relief pendant des années. Ou... c'est plutôt ça que tu disais. Je préfère encore qu'on me retienne des sous sur ma caution, mais il y a plein de gens qui n'osent pas faire de trous sous prétexte qu'ils sont locataires. Moi, ça me paraît aberrant. Je comprends qu'ils n'osent pas. Non, pourquoi non. Je sais pas. Si, tu sais pourquoi. Parce que moi, j'oserais pas, je crois. Me dire, je suis pas vraiment chez moi. T'es pas chez toi, mais si tu restes des trous dans son mur. 10 ans, tu peux pas t'accrocher à un beau cadre que tu t'es. Attends, faut penser à son équilibre, c'est très important. Après, l'enduit, quand tu vois, il y a une différence de couleur quand même. Oui. Oui, bon, ça, oui. Tu remets un petit coup de peinture au-dessus de ton enduit. Bon, et de toute façon, si vous ne voulez pas faire de trous, ou que vous avez un propriétaire psychorigide, il existe des languettes autocollantes, je ne sais pas si vous connaissez, avec un velcro pour accrocher vos tableaux au mur sans les abîmer. Voilà. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des phobiques des trous. Non, mais je ne suis pas phobique. Ma voisine a été propriétaire, elle ne voulait pas faire de trous dans ses murs. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse à propos des cadres, parce que ça me rend dingue à chaque fois que je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes ont tendance à les installer en hauteur, c'est-à-dire qu'il faut lever la tête pour regarder son cadre. Donc non, on n'est pas au musée. Un cadre, ça se met à hauteur du regard. Voilà, mieux vaut qu'il soit trop haut que trop bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'imagine au dîner chez les gens. Mais c'est pas possible, mais c'est comme les suspensions. Les gens, ils te foutent les suspensions collées au plafond. Bon sang, si tu as des objets déco, c'est pour les voir, c'est pas pour lever la tête. Là, tu vois, tu finis avec un torticolis à la fin. Bon, bref. Donc, autre chose que vous pouvez faire et qui peut changer. Alors ça, c'est des petites idées que vous pouvez faire et qui sont pas trop contraignantes. C'est une idée, mais ça pareil, je pense qu'il faut quand même demander l'accord du propriétaire, c'est de peindre le carrelage. Parce que y a plein de peintures qui sont top et qu'on peut poser sur un carrelage, et que quand on a un truc absolument affreux, pas au sol par contre, parce que évidemment ça tiendrait pas au sol, mais les crédences, les murs, etc., c'est très facile de peindre un carrelage s'il est OK. Ou alors, il y a les adhésifs. On peut coller des adhésifs sur chaque carrelage, ou encore, alors là, ça j'ai vu ça chez Leroy Merlin, ça c'est pas très écolo, mais enfin bon. On sait pas. On sait pas, c'est vrai. J'ai pas, voilà. Il y a des crédences. Tu peux coller comme des éliges, des faux éliges. C'est hyper joli. Soit tu le colles à même le carrelage s'il est bien plat, évidemment, parce que s'il est bombé, c'est plus compliqué. Ou quand il n'y a pas du tout de crédence, on se fait une petite crédence, en la collant à même le mur. T'as des trucs autocollants. Oui, ou sinon il y a des adhésifs. Oui, ça je l'ai dit en premier si tu m'avais écouté. Ah oui, pardon. Ouais. Et t'as des enduits. Et hier, t'as vu à la présentation presse. Exactement. Et donc je viens de le noter. Vipanel. Oui, je avec sais, des petits. C'est des grands panneaux. Ouais. Bon. Il y a à boire et à manger. Oui. C'est très beau, Vipanel. Non, le côté. Non, c'est hyper pratique. C'est des grands panneaux qui font jusqu'à 2,50 m de haut. Et ça imite le grès cérame. Bon, c'est des trucs assez classiques, mais. Il y a plusieurs finitions. Ouais, il y a plusieurs finitions, mais il y en a des très jolies. Donc voilà. Ou sinon, dans le pire des cas, il y a quand même le lino, parce qu'il y a des linos qui sont pas trop mal et qui peuvent être quand même beaucoup plus jolis qu'un affreux carrelage. Et des linos bien pensés en plus. Que t'es même pas obligé de coller. Des matériaux. Ouais. Poses. Ouais, il y a des trucs vachement bien. Voilà. Et puis, alors après, il y a d'autres petites idées qui m'avaient été susurrées par Hortense, mais effectivement, j'y avais pas pensé, mais qui sont top. C'est tout ce qui est ce que vous pouvez faire pour changer les façades des placards.
Alors, il faut que ce soit quand même idéalement des placards Ikea, mais j'ai vu qu'il y en avait aussi qui se mettaient sur des placards Leroy Merlin. Par exemple, il y a Plume, il y a Beauclip, il y a Relook Your Kitchen, Superfront et Cubro, qui proposent donc des super jolies façades avec des poignées. Et ça change une cuisine monstrueuse. Et, c'est un vrai budget, ça. C'est un vrai budget, mais bon, si tu sais que tu adores ton appart... Oui, si tu restes 10 ans, ok, mais c'est un vrai budget. Ah bah c'est un vrai budget, puis tu repars avec, parce que de toute façon, il faut remettre les anciennes. Voilà, exactement. Des dimensions qui ne sont pas les mêmes que ton futur appart. Ou tu peux aussi changer les petits détails, tu peux changer les poignées de tes portes d'appart ou de maison. Ou de même façade de cuisine. Moi j'ai changé, j'ai mis ces petits liens en cuir, là, et c'est canon. Ma cuisine, elle était toute simple et je voulais pas la refaire. Non, mais il y a plein de petits détails qu'on peut changer comme ça, ou même les interrupteurs. Parfois, tu peux mettre des jolis interrupteurs. Bon, sachant qu'il faut quand même tout garder à la cave après, au cas où le propriétaire préfère ses interrupteurs en plastique, mais bon. Donc voilà. Donc je termine par ce que vous êtes censé quand même laisser en quittant les lieux de cet endroit que vous aurez tant aimé. On l'a dit, donc pas besoin de tout remettre en blanc. En partant, vous pouvez laisser vos murs décorés. Par contre, il faut nettoyer et si besoin, changer les joints. Ça, on peut pas laisser un appart avec des joints sales. Il faut nettoyer, c'est ce que j'ai lu, les bouches d'aération. Faut nettoyer de toute façon tout court. Et donc, il faut reboucher les trous. Donc voilà, à vos pinceaux, à vos marteaux. Et pas un coup de blanc bien. sur tes murs en partant. Ah non. Si t'as peint ton salon, ça c'est vraiment les propriétaires qui te collent la pression en disant ça, c'est agaçant. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler aux proprios. Mais si tu demandes, moi j'ai jamais eu de problème. Si tu dis voilà, j'ai envie de le repeindre. Ouais, mais s'il te dit non, t'es bloqué. S'il dit non. S'il dit non, il dit non, c'est réglé. S'il dit non, c'est réglé. Je peux pas vivre dans du blanc. Tu changes, tu le prends pas au moment où tu visites et tu dis je louerais bien. Il faut voir combien appart. entretien sur ta caution. Ou alors tu remets un coup de blanc. Mais bon, ça peut te coûter un peu cher. Mais faut tenter le coup quand même. Il faut pas s'avouer vaincu dès qu'on s'installe, quoi. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis non. Merci beaucoup, Laetitia. Billy, pardon. C'est Laetitia en vrai. Derrière, Marie. Alors Marie, tu nous emmènes dans le sud de la France. Oui, cet été, je vous emmène dans le sud de la France, dans le Var, plus exactement. Donc pour ce dernier épisode de la saison, et à la veille des vacances d'été, j'ai choisi de vous parler d'un festival. Alors effectivement, c'est la saison plutôt des festivals de musique, mais moi, je vais vous parler d'un festival de design et d'architecture d'intérieur qui s'appelle le Festival Design Parade. Donc effectivement, il a lieu dans le sud de la France, à Toulon et à Hyères. Il vient juste de débuter et il dure jusqu'à l'automne, donc on a le temps de s'organiser pour y aller. Alors, je vous présente brièvement le festival, que certains auditeurs connaissent peut-être déjà, notamment ceux qui habitent dans la région. C'est un rendez-vous incontournable, qui est bien connu et reconnu par le monde du design et de l'architecture d'intérieur. C'est à la fois un concours de jeunes créateurs, donc il y a des designers et des jeunes architectes d'intérieur qui sont sélectionnés, qui gagnent des prix, différents prix, qui vont vraiment booster leur début de carrière. Mais c'est aussi un événement qui est très festif et qui propose une super programmation d'expositions en tout genre. Ce festival a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Il dynamise la région, fédère toute une communauté d'acteurs du design et du monde de la déco. Et surtout, il met vraiment en lumière la jeunesse et la jeune création. Il y a une super belle alchimie qui opère. C'est l'été, les lieux où se déroulent les expos sont toujours des lieux magnifiques. Les expositions sont super enthousiasmantes. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion de passer dans la région ou si même vous voulez vous programmer un grand week-end là-bas. Il y a vraiment plein de choses à voir. Je vais même vous donner 3 bonnes raisons, des raisons majeures d'y aller cet été. Je note. Comme je vous le disais, le festival se partage depuis quelques années entre la ville de Toulon, ce qui est vraiment dédié à l'architecture d'intérieur, et à Hyères, où sont vraiment à quelques kilomètres, où là, c'est plutôt dédié au design. Donc la première raison vraiment d'y aller, pour moi, c'est de visiter, découvrir et redécouvrir la Villa Noailles, qui se trouve à Hyères. Donc le cœur du festival, c'est vraiment la Villa Noailles de manière historique. Donc c'est une maison iconique, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Pour la petite histoire, il y a 100 ans, le couple Charles et Marie-Laure de Noailles, parce que cette année, ils fêtent les centenaires de la Villa Noailles, qui étaient des mondains parisiens, collectionneurs, grands mécènes, recevaient en cadeau de mariage un grand terrain perché sur les hauteurs de la ville de Hyères. Donc vraiment, la Villa Noailles, elle surplombe la ville. Sympa le cadeau de mariage. Ils décident de confier la construction de cette maison, qui est leur maison de villégiature, parce que c'est leur maison de vacances, quoi, à un jeune architecte de l'époque, qui n'est d'autre que Robert Maillet-Stevens. Et il en fera vraiment un lieu manifeste, hyper avant-gardiste, avec des actes architecturaux vraiment révolutionnaires pour l'époque. Peut-être que certains de vos auditeurs, on connaît cette maison, mais c'est vraiment un plaisir de déambuler dans cette maison, autant pour les proportions, les volumes.
Il y a différentes terrasses, des jeux de lumière incroyables, il y a une piscine intérieure, une salle de squash. Il y a aussi une micro-pièce que moi j'adore qui s'appelle la chambre des fleurs, qui est une toute petite pièce et qui est consacrée à la préparation des bouquets. Ce qui est quand même super chic d'avoir une pièce juste pour faire ses bouquets, quoi. Avec juste un lavabo et tout. Donc c'est un lieu unique, je trouve, qui dégage vraiment des ondes uniques. Et pour moi, cette maison, ça fait vraiment partie de ces lieux à part qu'on redécouvre toujours avec un œil nouveau. Moi, j'y suis allée plusieurs fois et je redécouvre toujours des nouvelles choses avec autant de plaisir. Moi, j'y suis jamais allée. Ça vaut le coup, hein, je pense. Ouais. Ah bah, t'es déjà allée, toi, Violette ? Non, mais ma l'estivance, ça me donne envie d'y aller. Ah, moi non, aussi. On devrait y aller ensemble. On va enregistrer à la Villa Noailles. Ah bah si tu veux. Moi, j'y suis déjà allée, mais surtout, en plus, hier, c'est une jolie ville. Très jolie ville. Ouais, c'est très beau, jolie, hyper beau. Ouais. Le vieux hier. Il y a Port-Crawl en face et tout. C'est un oui, week-end, ça, quoi. Oui. La fille veut partir Non, mais en c'est vacances. vrai que il y a la Fondation Carmignac à Port-Crawl. C'est de ça dont tu voulais nous parler. Ah oui, non, bah, bien sûr aussi. C'est 30 minutes de traversée, je Mais crois. j'ai toujours pas faite, moi, la Fondation Carmignac. Voilà, j'aurais dû le rajouter, tu vois, c'est une bonne occasion. Donc c'est une maison, pour revenir à la Villa Noailles, qu'on peut visiter à d'autres moments de l'année, bien sûr, mais là, ce qui est super dans le festival, c'est de l'avoir habitée, super vivante, et vivre au rythme, effectivement, du festival et des expositions. C'est vraiment quand même très sympa d'y aller pendant ce temps-là. Donc dans cette Villa Noailles, là, en ce moment, pendant le festival, on peut découvrir les projets des jeunes designers qui participent au concours. Donc c'est toujours hyper prospectif, parfois un peu déconcertant, mais ils ont une thématique et ils doivent y répondre. Mais au moins, voilà, on voit ce qu'aujourd'hui font les jeunes et comment ils réfléchissent, et c'est toujours très... Les jeunes. Oui, c'est vrai. Ah, mamie. Ouais. Bah oui. Ils ont 25 ans. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça toujours, ça donne un petit coup de fouet. Mais il y a aussi les expositions, par exemple, du président du jury. Donc cette année, c'est le designer Noé Ducheffour-Laurence qui va montrer son exposition. L'appartement de Charles et Marie-Laure de Noailles cette année est réinterprété par Pierre Jovanovic, le grand décorateur. Donc c'est assez canon. Et il y a aussi, franchement, il y a plein d'autres choses à voir dans la maison. Il y a aussi une très jolie boutique. On trouve toujours des trucs sympas à rapporter. La mission de ce lieu, donc la Villa Noailles, qui a été rachetée par la commune il y a quelque temps et transformée en centre d'art, est de perpétuer vraiment l'esprit qu'avait insufflé Charles et Marie-Laure de Noailles en faisant la promotion de la jeune création et en faisant un lieu vivant, interactif, un lieu de découverte finalement. Donc, et je trouve que le flambeau est bien repris. Je vais vous parler de ma deuxième raison d'aller au Festival Design Paris cette année. Donc là, on va aller à Toulon, où vraiment c'est le volet consacré à l'architecture d'intérieur. Et on va plonger dans l'univers de l'architecte Aline Asmar Daman, qui est donc la présidente cette année du festival. Alors, Aline Asmar Daman, elle est architecte, elle est d'origine libanaise. Elle travaille à Paris, où elle a fondé son agence Culture in Architecture. Je trouve que c'est un très bon choix pour incarner le festival cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord parce que c'est une femme qui aime créer des ponts entre les cultures. Et le thème récurrent du festival, c'est toujours la Méditerranée. En tant que Libanaise, son regard est forcément singulier et engagé, je trouve. Et là, elle propose quelque chose de très différent et qui mérite vraiment de se plonger dans son univers. Elle apporte une ouverture et un regard qui est assez singulier, je dois dire assez généreux, qui est effectivement très averti, mais qui est empreint de joie de vivre et de partage. Elle a une force narrative très particulière. Et je pense que ça peut parler à tout le monde, c'est pas forcément à des gens qui sont spécialisés en architecture d'intérieur ou en design. Je pense qu'elle a réussi à créer quelque chose de très ouvert, justement. Donc, par exemple, en tant que présidente, elle doit composer un jury qui va récompenser les jeunes architectes d'intérieur. Et donc, dans le jury, généralement, il y a des gens du milieu, etc. Et elle a composé un jury que je trouve très hétéroclite. Par exemple, dedans, il y a le pâtissier Pierre Hermé ou alors le couturier Rabi Kérouz, qui est un couturier libanais aussi. Donc, ça permet d'élargir des points de vue. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont vraiment dans le milieu du design, mais qui ont un point de vue sur l'esthétisme, sur la couleur, sur les proportions. Et je trouve ça intéressant qu'ils soient là pour juger, entre guillemets, des projets, des jeunes projets. Donc, tout ça, ça a lieu dans l'ancien évêché de la ville, qui est un très joli endroit. Donc, vous pourrez découvrir son expo carte blanche à Aline Asmar Daman, qu'elle a baptisé très joliment « L'amour, la mer et les femmes ». Le fil conducteur de cette exposition, c'est la littérature, parce que c'est sa grande source d'inspiration. Elle évoque ici le pouvoir des mots sur son imaginaire, et sur notre imaginaire d'ailleurs aussi. C'est très onirique, plein de surprises et de découvertes. J'en dis pas trop parce que c'est une expérience qui vaut découvrir soi-même selon sa sensibilité, son histoire. Chacun y verra vraiment des choses différentes, et ça peut peut-être faire un peu peur quand je dis qu'effectivement le fil conducteur, c'est la littérature. Mais non, parce qu'on n'est pas obligé d'être très littéraire, averti pour comprendre, au contraire. Elle sait justement ouvrir à ce genre de choses de façon très, très humble, je trouve. Donc, dans ce lieu, l'ancien évêché, donc il y a son exposition à elle, mais il y a aussi tous les projets des jeunes archis.
Et là, vous serez vraiment pas déçus parce qu'ils imaginent des scénographies incroyables qui sont super créatives, toujours poétiques, très inspirantes. Chaque salle, parce que l'ancien évêché, c'est plein de petites salles, est investie par un jeune architecte ou un duo de jeunes architectes, comme vraiment une plongée dans un univers complètement fantasmé. Ils y vont à fond, ils donnent tout, toujours sur le thème de la Méditerranée. Et là, moi, je trouve que c'est un vrai coup de boost. Et d'ailleurs, on voit des tendances, des styles se dégager vraiment après la visite de l'ancien évêché. Attends, juste une précision. Noé Duchaufour, il est président du jury. Du design, d'accord. En fait, c'est vraiment hier le design, Toulon l'archi d'intérieur, un président pour le design qui est Noé Duchaufour-Laurent cette année, et une présidente pour l'archi d'intérieur qui est Aline Asmar-Daman. Et la design parade, c'est tout ça. La design parade, c'est tout ça. Depuis 7 ans, parce qu'avant, c'était que le design. Mais maintenant, c'est l'archi d'intérieur. Voilà. Mais c'est bien parce que c'était un peu confus. Oui, c'est vrai. Pas ce que tu as dit, hein, mais d'une manière générale, le design d'accord. On sait jamais à la base, trop. vraiment, l'origine, c'est le design, mais c'est vrai que ça s'est ouvert à l'archi d'intérieur. Et l'archi d'intérieur a pris peut-être un peu le dessus parce que c'est vrai que c'est plus accessible et c'est un peu spectaculaire. Donc voilà. Bon, moi, j'aime bien quand même le design. Voilà. Alors, la troisième raison d'aller à ce festival, justement, pour revenir à Porquerolles et à la Fondation Carmagnole, j'aurais dû le mettre, c'est que effectivement, il y a la Villa Noailles, comme je vous ai dit, l'ancien évêché, c'est vraiment les deux cœurs du festival, mais il y a plein d'autres trucs à voir en marche parce que c'est vraiment un festival qui fédère. Donc finalement, au fur et à mesure des années, tout le monde s'est greffé autour pour ouvrir des lieux éphémères, proposer des expositions, c'est très ouvert. Donc c'est vraiment un festival qui fédère une vraie dynamique créative dans la région. Donc si vous prévoyez d'y aller, par exemple, vous aurez plein de trucs à faire. Par exemple, je vous donne deux, trois endroits où aller. Il y a une exposition qui s'appelle Seconde Nature pour un design durable à l'Hôtel des Arts de Toulon, qui réunit 50 designers qui explorent des nouvelles pistes pour un design durable. Donc déjà, on peut aller voir ça aussi, ça fait pas de mal. Voilà. Il y a une exposition de Ronan Bourlec qui s'appelle Les mains à l'argile à la Galerie du Canon, toujours à Toulon. Ça aussi, donc Ronan Bourlec, designer très connu, qui propose une exposition. Il y a aussi des galeries éphémères un peu partout dans la ville de Toulon, notamment les galeries de Good Moods, qui est un site de déco et de design bien connu, qui, il y a 2 petites galeries. C'est vraiment une immersion dans l'art de vivre méditerranéen, mais vraiment très contemporain, à travers deux thématiques qui sont assez jolies, je trouve. Il y a vue mer et vue jardin. Donc ça, c'est assez beau, puis vous pouvez tout acheter et faire du repérage. Et il y a aussi une expo à Toulon, du label créatif marseillais Southwest Studio, où il y a des artistes et des designers qui explorent l'imaginaire. J'adore, c'est génial. Et ben là, la nouvelle expo, ça explore l'imaginaire de la carrosserie automobile et de la fantaisie du tuning. Donc c'est assez dans l'histoire de la sculpture et des arts décoratifs. Donc tu veux y aller avec ton mec. Comment tu dis que ça s'appelle Southwest Studio. C'est canon. Ouais. Et là, c'est canon. Oui, c'est très original. Voilà. Approche. Non, mais c'est ça qui est bien dans ce festival, c'est que tu peux voir vraiment des choses plus ça a l'air canon. Entre guillemets conventionnelles, c'est pas le mot, mais voilà, plus facile d'accès. Et des expos comme ça où je pense que c'est un peu dérouté et c'est intéressant de voir ça. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à voir, notamment ailleurs, et vous trouvez la programmation complète sur le site officiel de la Villa Noailles. Il n'y a pas de site... il faut aller sur le site de la Villa Noailles pour avoir toute la programmation complète. Donc, pour finir, que vous soyez en vacances dans la région, seul, en famille, un pro de la déco ou pas, vous découvrirez forcément un lieu, un créateur, une intention qui vous enchantera et vous enthousiasmera, j'y arriverai, j'en suis sûre. Bon, moi, je conseille vraiment d'y aller. Mais d'y aller cool, quoi. Vraiment pour juste découvrir des belles choses et se donner un petit coup d'énergie et d'inspiration. Sans oublier son maillot de bain, bien évidemment, pour aller piquer une tête. Pour aller à Porquerolles. Et attends, c'est jusqu'à quand, t'as dit ? C'est jusqu'à l'automne. On a le temps d'y aller. Pas mal. Top. Tu fais ça d'ailleurs, c'est mieux là. d'y aller peut-être même à la rentrée. M'a donné bien en envie. septembre, arrière-saison, là, quand il fait un peu moins chaud. Ouh là 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 là. Pas mal. Merci beaucoup, Marie. Bravo, Hyper Marie. intéressant. Comme toujours, on a appris plein de trucs. Surtout avec la crève, faut le préciser, un peu la crève, là, pour Un Marie. bon shit carabiné. Bon shit, trop mal. En fait, on a tous le Covid. On est enfermés. Avant les vacances. Violaine, nous t'écoutons, Oui. Nous partons à bicyclette. Les filles, aujourd'hui, ce n'est pas en voiture, Simone, c'est à vélo, Simone. Je serais déprimante juste 2 minutes. On traverse quand même une méga crise climatique. Donc, il faut un peu se poser des questions sur nos modes de déplacement et réfléchir à une autre mobilité. C'est ce qui m'a donné envie aujourd'hui de vous parler de ce nouveau lifestyle, cette nouvelle façon de vivre née au vent, cheveux libres, à vélo.
Pas d'avion, si on veut des miles. Uniquement en train, oui, mais la SNCF, je les déteste. Je suis obligée d'avoir une voiture. Est-ce qu'on en achète une deuxième? Blablabla. Et les degrés qui continuent à monter. Alors aujourd'hui, je vais vous convaincre d'adopter un nouveau lifestyle. La voiture est morte, vive le vélo cargo. Je dis non. Mais oui, je t'ai vu partir. T'as fait une rando, là. Ah, t'as fait un énorme truc, là. T'en parles à la fin. Ouais. Quelle expérience géniale. Donc, alors... évidemment, se mettre au vélo, on peut tous pédaler tout simplement sur un vélo avec 2 roues, 2 pédales, un guidon, tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la pratique du vélo à assistance électrique a quand même permis à plein de gens qui ne l'auraient jamais adopté. D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie, parce que j'ai trop chaud, ça monte, ça descend, il y a des pavés, il y a machin, il y a truc. Donc c'est vrai que l'assistance électrique a vachement généralisé l'usage du vélo. Donc avant, tu pouvais pas arriver au boulot sans être en nage, avec des auréoles sous les bras, quoi. Alors et donc là, ça te permet de pouvoir aller... parle de toi. Non, mais je pensais à mon mec, à chaque fois, je lui disais, mais prends le vélo. Il me dit, mais non, avec ma chemise et tout, je peux pas, je vais être en nage. Ouais, donc c'est vrai que, le vélo, c'est quand même généralisé avec l'assistance électrique. Donc aujourd'hui, tu en trouves quand même des accessibles, on va dire. Les villes vous aident beaucoup, vous remboursent la moitié, pour la plupart, la moitié de votre vélo, donc c'est pas mal. Et le vélo cargo a quand même franchi un cap de plus, celui de transporter de lourdes charges. Parce qu'avant, oui, mais moi, j'emmène mes enfants à l'école, oui, mais moi, je vais faire mes courses, oui, mais moi, j'adore récupérer des trucs dans la rue, donc il faut que je rapporte ma petite commode. Et tout ça est possible avec le vélo cargo, donc c'est génial. Pédalons un peu pour changer la donne, limitons les émissions carbone, faisons de l'exercice quotidiennement, rendons les rues au vélo, déplaçons-nous dès que c'est possible en vélo, prenons le pli. Vous l'avez compris, j'essaye de vous convaincre. Je n'ai pas dit que ceux qui habitent en dehors de Paris ou en race campagne n'avaient pas le droit ou le choix de prendre leur voiture. Je n'ai pas dit que les pouvoirs publics avaient rendu les transports nombreux et gratuits. Je n'ai pas dit que le vélo électrique de surcroît n'avait aucune empreinte carbone. Et super cher, non ? Et c'est un investissement. Et je précise que ça se loue aussi. Hein. Moi, j'en ai loué par la ville de Paris. T'as le Véligo. À Paris, tu peux louer et tu peux louer aussi un vélo cargo. Bah oui, mais moi j'ai loué un vélo, le rallongé, là, où tu as 2 places à l'arrière. Là, je viens de faire ça. Bon, après, tu peux le louer qu'une fois pendant 3 mois. Mais si tu bidouilles un peu, tu peux le relouer. Mais ce qui est pas mal, c'est que c'est un test. C'est un test. J'en ai acheté un derrière. Et voilà, tu testes et ensuite tu dis, oui, c'est vrai que c'est super. C'est génial, mais moi, ça change la vie d'avoir. T'as ça chez toi ? Alors maintenant, j'ai pris pas le rallongé hyper long, j'ai pris avec une place à l'arrière, mais qui est suffisamment... tu peux mettre jusqu'à 200 kilos sur ton vélo. C'est Gaïa, c'est une marque française. Qui est top. Ah ouais, je crois. J'en suis sûre. Je n'ai pas étudié celle-là aujourd'hui parce qu'en fait, il y a énormément de marques de vélos qui s'y sont mises, qui sont de plus en plus vertueuses, etc. Donc, c'est difficile de faire un choix. Je fais juste une toute petite aparté sur l'empreinte carbone d'un vélo qui n'est pas nulle. En effet, un vélo est en général fabriqué en Asie, pas tous. Mais en général fabriqué en Asie, ou alors ses composants sont fabriqués en Asie. Sa fabrication nécessite eau et énergie, de même que les batteries. Selon les sites Équateur, j'ai trouvé une information, c'est 116 kg de CO2 sont rejetés pour produire un vélo d'entrée de gamme. Cela passe à 229 kg pour un VAE, vélo à assistance électrique dernier cri, qui se vend aux alentours de 10 000 €, parce qu'il y a des prix un peu délirants. Ah oui, mais là c'est énorme, là. Après, ton vélo, tu l'as. Et tu roules sans émissions carbone. Donc, mais tu l'accroches bien aussi. Hein. Et tu l'accroches bien. Et tu te promènes avec la batterie. Dans vos contrées dangereuses. Oui, Chez moi, tu le laisses. Non, mais il y a des labels et des critères qui limitent l'empreinte carbone de votre vélo et de votre équipement. Et je viens de voir que Toyota France, je ne sais pas si vous avez reçu ce communiqué cette semaine, en partenariat avec 12 Cycle, lançait son vélo cargo électrique fabriqué à Dijon, madame, à base de composants majoritairement fabriqués en France. Combien ? Ça suffit. Je ne parle pas de prix aujourd'hui. Cependant, même si l'empreinte carbone du vélo, c'est ce que je vous disais, même si elle est importante, une fois que vous l'avez, vous pouvez le réparer, vous pouvez l'attacher, évidemment, vous le gardez super longtemps et vous roulez sans plus d'émissions carbone. Donc ça vaut vraiment le coup. Et ça peut aussi, même si vous ne vous sentez pas de vous passer de votre voiture, ça peut remplacer une deuxième voiture, par exemple, pour des couples qui ont besoin. Donc c'est vraiment une pratique, je trouve, hyper vertueuse pour les villes. Il y a moins de voitures dans les villes, moins de voitures garées. Bon, après, il faut des parkings à vélo, d'accord, mais c'est quand même assez vertueux. Pour vous donner envie de vous y mettre, j'ai sélectionné quelques marques qui poussent le curseur très très loin, soit sur le design, soit sur
l'éco-conception. Après, il y a toujours notre bon vieux Décathlon qui a bien compris qu'on avait besoin de cargo et qui en propose un à 2 899 €, dont une partie peut être prise en charge par la ville, mais je ne sais pas comment ils sont fabriqués. Je n'ai pas enquêté. Donc, j'ai repéré dans mon scope... Alors, c'est vrai qu'on m'a parlé de Gaïa. C'est Hortense qui m'en a parlé en me disant que c'était des vélos assez maniables et légers. Donc ça, c'est très important de choisir un vélo que vous vous sentez de diriger, parce que c'est quand même des grosses machines. Mais je trouve que l'assistance électrique, une fois que tu l'as décidé, tu te rends compte, en fait, la maniabilité, elle va avec l'assistance électrique. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous verrez, il y a certains vélos cargo, on vous dit, ils sont équipés de tel genre de moteur, et il y a un gage de qualité, c'est Bosch e-Bike System. Bosch, la même chose que vos machines à laver et compagnie. Eux, ils font des systèmes d'assistance électrique incroyables. Alors, j'ai repéré Reisenmüller, je ne sais pas si je prononce bien. C'était une marque qui a été fondée par 2 ingénieurs et qui est aujourd'hui dirigée par Sandra Wolf, une femme. C'est une marque allemande, résolument engagée dans une transition écologique. Les vélos sont assemblés à Mühltal, au sud de Francfort, par près de 1000 collaborateurs dans des locaux neutres en carbone, cantine bio alimentée par un circuit court, un parking vélo où des bornes fonctionnent à l'énergie solaire, vous permettant de recharger votre vélo. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est hyper important également, que la société fasse pas tout bien d'un côté et après laisse tomber. Grâce à la grande taille de l'entreprise, Reisenmüller peut exiger la suppression de packaging superflu auprès des fournisseurs pour réduire les déchets, privilégier les fournisseurs européens et vertueux. Par exemple, leurs cadres en aluminium viennent du Portugal et les selles d'Italie, ce qui est quand même assez local et européen. Les Yuba que j'ai essayés, je vous dirai après pourquoi. Ça s'écrit comment, Yuba ? YUBA, Yuba Cycle. Donc c'est un vélo qui est né en Californie du cerveau d'un Français qui est aujourd'hui installé à Annecy et qui avait envie de tout faire à vélo. Il voulait aller surfer avec sa planche, emmener ses enfants au ski. C'est véridique, j'ai vu la photo. Il emmène ses enfants au ski. Il habite à Annecy, mais quand même, il monte à la Clusaz avec son vélo cargo dans la neige. Les Yuba sont conçus pour être le plus réparables possible et les revendeurs agréés sont à même de vous conseiller et de vous commander les pièces détachées qui vous manquent si jamais vous avez un problème avec. Les Yuba sont en général équipés des batteries et moteurs Bosch dont je vous ai parlé. C'est un gage de qualité. Un mini appui sur la pédale et hop, c'est parti. Pas besoin de se galérer, même en montée et même chargé. Après, il y a 2 marques dont je voulais vous parler pour l'équipement. Par exemple, ça peut être des sacoches imperméables dont vous avez besoin, parce que c'est vrai, quand on fait du vélo tous les jours, après, il faut avoir un minimum d'équipement. Ouais. Un casque, une sacoche, pour pas tout vous porter sur vous. Il faut que ce soit, il faut s'organiser un petit peu. Que ce soit confortable. Ouais, et que ce soit confortable pour braver les intempéries. C'est assez facile, mais il faut prendre le pli. Au début, on oublie toujours un truc, et puis après, c'est bon. Vaudé, qui est un équipementier outdoor durable et innovant. Je sais pas si on dit Vaud ou Vaudé. Ils n'ont pas de budget marketing parce qu'ils investissent tout dans la R&D. Donc, c'est pour ça que c'est une marque qui n'est pas encore mondialement connue. Mais par exemple, leur sacoche étanche Aquabac, donc c'est un truc qui se met derrière le vélo complètement étanche où vous pouvez mettre votre ordi, etc. Elle est sans PVC, labellisée Green Shape, Grüner Knopf. Enfin bon, je vous passe tous les labels qu'elle a. Tu nous fais les cours d'allemand après ? Elle est parfaite, elle est impeccable. Oui, alors moi, en plus, je te dis pas, j'ai pas un mot. Mais vraiment, c'est fait. C'est une boîte, quand vous allez sur leur site, vous vous rendez compte que ils réfléchissent avec à 360 sur l'écologie. C'est pas que un petit bout de la chaîne. Il y a Renette aussi, je sais pas si vous la connaissez, c'est une petite marque qui pense aux familles en vélo. C'est trop drôle, sa photo de profil. C'est une photo d'elle pédalant avec son enfant derrière dans le fauteuil et avec un gros sac énorme bâche plastique sur son marmot parce qu'elle trouve qu'on manque d'accessoires pratiques pour justement vivre à vélo à Paris quand il pleut. Voilà. Donc la photo est rigolote. Comment t'écris ça ? Renette comme une... R-A-I-N-E-T. Oui, Renette. Voilà. Ça m'intéresse. Et la marque pense aux familles à vélo en ville en inventant des accessoires hyper mignons, pratiques, correctement fabriqués en Chine. Car comme le souligne Bahar Achouri, la fondatrice, nous fabriquons des produits techniques. L'Asie
est incontournable. Alors, certains la contournent, mais il faut être très, très puissant, avoir des énormes quantités. Et il faut le savoir, on a tout un téléphone. Donc, on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'Asie. Il faut faire avec. Et si c'est bien fait, c'est très bien. Donc, pareil, tout un tas de labels que vous pouvez aller checker sur chaque fiche produit. Elle note l'effort qui a été fait. Ensuite, j'ai testé des vélos qui ne sont pas des vélos électriques, mais qui sont des vélos pour enfants. Parce que nos enfants, pour que plus tard ce soient des utilisateurs de vélos cargo, il faut vraiment leur donner envie de ne pas lâcher leur vélo à l'adolescence. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe à un moment où, je sais pas, ils veulent tous des mobs et des scooters comme moi, j'avais envie de ça. Et on ne veut plus faire de vélo, il ne faut pas lâcher le vélo. Et figurez-vous qu'il y a une marque autrichienne qui a été montée par 2 papas qui fêtent cette année les 10 ans de leur boîte. Ça s'appelle Voom. Le Voom, c'est le Nec Plus Ultra pour enfants. Ultra stylé, assemblé en Autriche et surtout, très léger. Et que celui qui n'a jamais fini la balade avec la draisienne dans la main et la trottinette dans l'autre me jette la première pierre. Un vélo léger, c'est hyper important, même à accrocher dans les locaux à vélo, etc. Donc Voom, je vous conseille, super marque de vélo pour que vos enfants soient verrouillés sur la pratique et qu'ils ne lâchent jamais le vélo. Voilà, et si vous pensez que vous mettre au vélo aura une incidence sur votre look, détrompez-vous. L'assistance électrique vous permet d'arriver frais et dispo à tous vos rendez-vous, quel que soit le trajet. Et puis il y a Voltaire, la marque de vélo parisienne rétro chic. Pas de cargo encore dans leur collection, mais des sièges enfants. Et les vélos, ils sont ultra beaux. Moi, je suis pas une grande sensible de l'esthétique. Moi, ce qui compte, c'est que ça avance, etc. Mais là, faut avouer, ils sont magnifiques et ils ont une boutique à Paris, rue Legendre. Et même pour les vacances, je vous conseille de choisir le vélo. J'ai testé quelque chose il y a quelques mois dont je voudrais partager avec vous ce bonheur. C'est le service d'une agence de voyage pas comme les autres qui s'appelle Chemin. Chemin a pour ambition de nous faire redécouvrir les chemins nés en l'air, cheveux au vent. Pour l'instant, Chemin officie dans la Drôme provençale et propose des parcours quasi sur mesure pour votre tribu. Vous arrivez à la gare, on vous tend votre monture, c'est un Yuba Bike, la Rolls, comme me dit Alex, le cofondateur de Chemin, c'est lui qui m'a fait découvrir cette marque. Et effectivement, même chargé de mes petites affaires, un coup de pédale et les chemins sont à moi. Balisé de rencontres étonnantes et sympathiques, sélectionnées par Chemin, votre séjour se transforme en voyage de presse. Tout est hyper bien organisé. Donc vraiment, on vient de chercher, on fait tout pour toi, c'est super. Évidemment, c'est un petit budget. Je conseille ça plutôt pour des week-ends et surtout, comme c'est dans la Drôme provençale, avant les grosses chaleurs. L'idéal est en juin parce que les lavandes, c'est une région de lavande et de vigne. Les lavandes sont en fleurs et vraiment, c'est incroyable. Il faut compter 700 € pour un voyage de 2 jours avec 4 à 4, donc 2 adultes, 2 enfants. Les enfants sont sur des vélos électriques à partir de 11 ans. Donc ça, c'est assez original parce que d'habitude, on dit, nous, on est en vélo électrique et les marmots, ils pédalent. Donc en fait, eux, ils n'ont pas du tout le même voyage que nous. Et là, tu peux vraiment franchir des petits cols. C'est vraiment super. Et avec un hébergement le soir en yourte familiale, rencontre, pique-nique dans un champ de lavande. Enfin, ils organisent tout et qui peut le plus, peut le moins, qui peut le moins, peut le plus. Donc en fonction de vos envies, etc., vous faites votre petit programme sur mesure, à vélo. Super, ça. Ouais, c'est trop sympa. Pour prendre l'air. Mais en tout cas, moi, je reviens sur... Il faut retenir la marque Gaïa, parce qu'elle n'est pas très chère en plus. Moi, le mien, je l'ai payé. Le vélo normal, moi, j'ai regardé, il est à 1800. Bah oui, c'est pas très cher, 1800, tu montes à 2 dessus, ouais. Parce que tu vois Décathlon. Alors, en plus, d'abord, il a un look d'enfer avec un gros phare, on dirait. 2800 Décathlon, le vélo cargo. Ouais. Alors là, c'est pas le vélo cargo. Voilà, le cargo, il doit être à 2003. Le Gaïa, mais on peut monter à 2 dessus. C'est-à-dire, moi, je vois mes... Ah oui, c'est un vélo électrique avec un porte-bagages. Avec un gros porte-bagages. Tu peux monter 200 kilos, voilà, un gros truc. Tu as 2 adultes. Tu mets pas les 2 enfants, c'est pas avec les... Non, tu mets un adulte à l'arrière. Oui, c'est pas un cargo, d'accord. Il a un look, on dirait une petite moto. Il a un gros klaxon qui fait poète-poète, mais hyper fort. Il a un clignotant, voilà. Et en plus, il y a une appli. Le clignotant, ça devrait être généralisé. Il y a une appli qui est géniale qui fait que tu peux le loquer. Donc, du coup, si on te le prend, il siffle, comme il a une alarme. En plus, tu peux tracer les gens. Alors, moi, je surveille mes ados qui l'utilisent. Parce que mes ados qui m'ont demandé des scouts pendant des années, maintenant, ils ne jurent plus par un vélo électrique parce que, bon, par contre, ils portent pas de casque. Ça, c'est le seul problème. Ouais.
Voilà, c'est encore un autre sujet. Mais il y a deux choses. Il faut que on oblige les casques, parce que le casque obligatoire en dessous. Enfin, je veux dire, tout le monde skie avec un casque maintenant, donc mais c'est regarde, pareil. Quand tu prends un Vélib dans Paris, t'as pas de casque en fait. Bah ouais. Mais ça, je trouve qu'il faut changer. Oui, mais au moins quand t'es propriétaire. Oui, il faut le faire. Mais je dis ça, moi, j'en porte pas. Hein. Ah, et si, je roule hyper vite en plus. En fait, il faut s'acheter un joli casque confortable et comme ça, tu le mets. Mais il faut le mettre. Ah oui, t'as une tête un peu d'œuf, quoi. Mais on s'en fout, t'as raison. Tant pis, si tu te casses la figure, tu vois, c'est quand même... C'est vrai. Mais il faut que ce soit obligatoire. Et j'ai remarqué quand même que beaucoup de gens en voiture à Paris haïssaient les mecs en vélo. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Faut se calmer. Personne n'aime les vélos. Parce que c'est vrai que c'est les pistes de vélo, enfin les pistes cyclables qui sont quand même un peu mal foutues, mais partout. Parce qu'elles arrivent en sens interdit ou des choses comme ça. Puis elles gênent les piétons. Les piétons, ils aiment pas non plus les vélos. Bon. Disons que c'est pas la Scandinavie, Paris. Ah bah non. Tu vois, donc les gens sont beaucoup moins disciplinés dans les deux sens. Tu vois. Ouais, mais à Copenhague, tu pédales pas cheveux au vent et nez en l'air. Alors que moi, ce que j'aime, c'est pédaler tranquillou. À Copenhague, faut clac, clac, clac. Ouais, mais c'est plus... Oui, c'est vrai. Et à Paris, t'as plein de cyclistes qui respectent pas du tout, tu vois, les feux rouges et tout. Moi, ça me rend dingue. Bon, il y a peut-être des choses. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire sur la pratique, mais en soi, quand tu habites en ville, je parle pas race campagne, etc. Mais quand tu habites en ville, c'est génial le vélo. Ah bah c'est génial. Tu vas d'un point, le vélo électrique en plus. Tu vas d'un point à un autre. Tu emmerdes personne. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. Dans une petite ville maintenant. Moi, je suis convaincue aussi maintenant. Ouais. Allez, vendu. Merci beaucoup les filles. Bonnes vacances à toutes. Pas de nouvel épisode pendant tout l'été, mi-juillet, tout le mois d'août, mais toute la bibliothèque Décodeur est disponible, évidemment. C'est la force du podcast. Les épisodes sont à votre disposition où vous voulez et quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas si vous en avez raté un. Est-ce que vous recommandez un épisode dans l'année que vous avez envie de recommander aux auditeurs ? J'avais adoré Bill Bokeh, mais parce que j'adore la peinture et les couleurs. Et puis tous les petits trucs rapides aussi, les ding-dong, ding-dong, je sais pas si c'est rapide, mais il y a des petits, les tendances, il y a plein de trucs pendant que on fait le ménage, pendant qu'on repasse, pendant qu'on se balade, un jogging. Moi, j'aime bien les rencontres et j'ai adoré, justement, t'en parlais, celle avec Julia Rousseau. Parce que j'adore ce qu'elle fait, puis je trouve qu'elle parle c'est très large en fait. Donc l'entretien, il est assez. Parcours. Je crois que c'est l'épisode 10 ou c'est un des premiers. Ouais, c'est un des premiers. Mais les premiers épisodes, ils sont toujours écoutés. Je suis dedans moi aussi. Oui, toi t'es la 2. Je suis la 2. Moi j'ai bien aimé celui du fondateur de Ukrania. Ah oui. Eh ben super, bonnes vacances. Merci toi aussi. À bientôt et à la rentrée. Évidemment, pour de nouvelles aventures. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.